Dans un atelier bondé d'ingénieurs prétentieux et de cadres supérieurs en costume, une femme en salopette, couverte de graisse, se tient silencieusement face à un moteur gigantesque que tout le monde déclare irréparable. Les rires fusent, les regards sont condescendants. Elle ne dit rien. On ne connaît même pas son nom. Elle n'est qu'une simple technicienne d'entretien, une pièce interchangeable dans cette usine de luxe appartenant à un géant de l'automobile. Mais lorsque le PDG, par orgueil, lui lance le défi de le réparer devant tout le monde, croyant l'humilier, il ne se doute pas qu'il vient de réveiller un passé que personne n'aurait jamais imaginé. Ce qu'elle s'apprête à faire va non seulement choquer toute l'entreprise, mais changer à jamais leur vision du succès, du mérite et de la grandeur silencieuse. Elle arrivait toujours la première, chaque matin, avant même que les lampes halogènes du grand hangar ne se réchauffent. Elle poussait la lourde porte métallique de l'atelier de maintenance, saluait le silence de l'aube d'un souffle paisible et se glissait à son poste sans faire de bruit. Elle ne portait pas de badge nominatif. À vrai dire, personne ne semblait connaître son prénom. Les autres l'appelaient simplement la dame du fond, la technicienne ou parfois la vieille, bien qu'elle n'ait pas encore 40 ans. Ses vêtements, une combinaison bleue, nuit tachée d'huile et de rouille, la rendaient invisible parmi les machines. Les mains calleuses, les ongles toujours couverts de cambouis, elle ne parlait presque jamais, se contentant d'écouter, d'observer et de réparer. Ce n'était pas son poste officiel. Officiellement, elle faisait le ménage de nuit et entretenait les outils. Officieusement, elle était celle qu'on appelait à la rescousse quand un engrenage grinçait ou qu'une valve refusait de coopérer. L'entreprise s'appelait Genortech, un géant mondial de l'innovation automobile situé dans une zone industrielle chic, non loin de Détroit. C'était un lieu de prestige, où les meilleurs ingénieurs du pays rêvèrent de travailler. Le hall d'entrée brillait comme un musée, les murs tapissés de brevets encadrés, les bureaux baignés de lumière LED ultramoderne. Mais à l'arrière, dans l'ombre des projecteurs, là où les moteurs mouraient et les circuits surchauffaient, se tenait cette femme, méprisée, ignorée et pourtant indispensable. Ce matin-là, elle était accroupie près d'un ancien prototype hybride quand un groupe d'hommes, en chemise blanche, entra dans l'atelier, bavardant fort, riant sans retenue. Parmi eux, il y avait David Kessler, jeune directeur technique, récemment promu, connu pour son arrogance flamboyante et sa dévotion aveugle au PDG. Il s'arrêta en apercevant la technicienne, fronça le nez, puis lâcha un commentaire sec. « Toujours en train de traîner là, hein ? Faites attention à ne pas casser quelque chose cette fois. » Elle ne répondit pas. Elle ne le regarda même pas. Elle resserra simplement un écrou avec la précision d'un horloger. « Sérieusement ?» poursuivit-il. « Vous avez une autorisation pour toucher à ce prototype ? Vous savez lire un plan, au moins ?» Les autres ricanèrent. L'un d'eux, un certain Marcus, ajouta avec un sourire moqueur « Elle ne parle même pas. On dirait qu'elle est muette ou étrangère. Mais elle sait manier la clé anglaise. C'est déjà ça ?» Elle se releva lentement, essuya ses mains sur un chiffon et s'éloigna sans un mot. Les moqueries l'accompagnaient comme une ombre familière. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette femme, que tous traitaient comme une simple manutentionnaire, avait autrefois dirigé l'un des plus prestigieux laboratoires de distillation mécanique appliquée d'Europe. Mais cela appartenait à une autre vie. Le PDG de Genortech, Richard Delcourt, devait justement venir ce jour-là. Un homme imposant, la soixantaine affirmée, toujours vêtu d'un costume taillé sur mesure, accompagné de 2 gardes du corps et de sa légendaire impatience. Il ne venait jamais dans les ateliers, mais aujourd'hui, une démonstration cruciale devait avoir lieu. Genortech avait misé des millions sur un nouveau moteur révolutionnaire, censé fonctionner sans friction grâce à une technologie magnétique avancée. Sauf que le prototype refusait obstinément de démarrer. Le bloc moteur, gigantesque, était silencieux comme un cadavre métallique, et l'équipe d'ingénieurs, malgré toutes les simulations, n'y comprenait rien. « S'il ne démarre pas aujourd'hui, ton équipe saute », avait averti Delcourt à Kessler au téléphone, « et je te remplace avec ». Ce fut donc dans une atmosphère de panique feutrée que l'on installa le prototype au centre de l'atelier. Les techniciens se ruèrent autour, échangeant des hypothèses, branchant des câbles, recalibrant les logiciels. Rien n'y faisait. Le moteur restait mort. À mesure que l'heure avançait, l'ambiance devenait électrique. Le silence de l'échec rôdait dans les coins. C'est alors qu'elle s'approcha. Discrète, presque absente. Elle regarda le moteur. Il ne lui fallut que quelques secondes. Son œil expert avait repéré ce que tous avaient laissé négliger. Une minuscule déformation dans le flux de câblage magnétique, invisible sans connaître les harmonies internes de la structure. Elle aurait pu le réparer en 10 minutes, mais elle n'en fit rien, pas encore. Kessler l'aperçut, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Sortez ! Attendez !» lança Marcus avec ironie. « Laissez-la essayer, peut-être qu'elle va le faire démarrer avec une cuillère à soupe ?» Rire dans l'atelier.
Delcourt, qui venait d'entrer, entendit la phrase et s'immobilisa. Il observa la femme, puis les ingénieurs en panique, puis il s'approcha d'elle, son regard perçant la fixant comme un scalpel. « Vous » dit-il d'une voix grave, « vous, croyez pouvoir le réparer ?» Elle le regarda enfin dans les yeux, longuement, puis d'un ton calme, elle répondit « Oui ». Un silence tomba. Kessler éclata de rire. « Allons, monsieur Delcourt, vous n'allez pas, mais le PDG le va là. Main ?» Elle dit oui. « Très bien, je lui donne 15 minutes. Si elle réussit, je veux savoir qui elle est. Un pari, un défi. » L'ultime humiliation, pensèrent les ingénieurs. Mais dans le regard de la femme, une lueur froide s'était allumée. Non pas de colère, mais de précision. Comme si chaque pièce du puzzle était déjà en place dans son esprit. Elle demanda juste une clé dynamométrique, une lampe frontale et qu'on s'écarte. Le compte à rebours débuta. Kessler ricana. Marcus lança un pari. Les autres chuchotèrent. Delcourt, bras croisés, observait. Elle ouvrit le panneau latéral, localisa les nœuds du champ magnétique, réaligna 3 connecteurs, resserra une valve et reconfigura un module que tous avaient considéré comme décoratif. Puis elle ferma, se redressa. « Essayez maintenant, dit-elle simplement. » Un technicien appuya sur le bouton d'activation. Un léger vrombissement se fit entendre, puis le moteur s'alluma, doucement, fluidement, sans un bruit, parfaitement. Le silence. Dans l'atelier était absolu. Delcourt la regarda, bouche légèrement entr'ouverte. « Qui êtes-vous » Mais elle ne répondit pas. Elle enleva sa lampe, la posa sur une table et retourna vers le fond du hangar. Derrière elle, l'ordre, établi, venait de vaciller. Le moteur tournait toujours, silencieux, régulier, parfait. Personne ne parlait. Même les ordinateurs semblaient hésiter à rompre le moment. Elle, quant à elle, avait repris sa marche tranquille vers les recoins sombres du hangar, là où l'on ne pose jamais de questions. Mais quelque chose venait de se briser. Pas dans la machine, dans le regard des autres. Une faille, infime, venait de s'ouvrir dans leur certitude collective. Et certains, malgré eux, commençaient à se demander ce qu'ils n'avaient pas vu. Delcourt s'avança lentement, suivit la silhouette de cette femme simple, jusqu'à la trouver penchée sur une caisse à outils. « Vous n'êtes pas une simple technicienne, dit-il à voix basse. Qui êtes-vous vraiment ?» Elle leva les yeux. Un éclat traversa son regard. Pas d'arrogance, pas de peur, juste une réponse qu'elle ne donna pas. « Ce que je sais, reprit-elle calmement, c'est que ce moteur, tel qu'il a été conçu, finirait par brûler ses inducteurs internes après 72 heures d'utilisation continue. Vous devriez revoir l'isolation des composants à résonance. » Puis elle retourna à son travail, comme si rien ne s'était passé. Delcourt resta figé. Personne d'autre n'avait parlé de ce problème. Même les simulations les plus récentes n'avaient pas détecté cette faiblesse. Elle l'avait vue, en un regard, et elle n'avait pas l'intention de s'en vanter. Dès le lendemain, l'effervescence gagna les étages supérieurs. Le nom de cette technicienne inconnue circulait dans les couloirs. Des hypothèses fusaient. Certains pensaient qu'elle était une ancienne ingénieure tombée en disgrâce. D'autres, plus romanesques, parlaient d'une espionne industrielle. Kessler, furieux d'avoir été humilié devant le PDG, tenta de la faire interdire d'accès au hangar. Il échoua. Delcourt, quant à lui, ordonna une enquête discrète. Il voulait savoir qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle faisait dans son entreprise depuis tout ce temps. Mais les résultats furent étonnamment pauvres. Aucun diplôme récent, aucun CV dans la base RH, juste un dossier administratif minuscule, presque vide. Elle avait été embauchée par un sous-traitant puis intégrée comme agent de maintenance temporaire, sans aucune trace de ses qualifications. Et pourtant, elle savait tout. Les anciens moteurs à combustion, les circuits hybrides, les algorithmes de correction, les propriétés quantiques du lithium ultra compact. Elle anticipait les pannes. Elle corrigeait les erreurs de conception sans jamais en parler. Un jour, un jeune stagiaire curieux osa lui poser une question directe pendant la pause. « Vous avez étudié où, madame ?» Elle le regarda, un léger sourire au coin des lèvres, et répondit simplement « Dans un endroit où on apprend d'abord à se taire. » Puis elle retourna à son établi. À mesure que les jours passaient, certains commencèrent à l'observer différemment. Pas encore avec respect, mais avec doute. Ce doute gênant qui s'insinue quand on réalise que l'on a peut-être méprisé un géant en silence. Les moqueries se firent plus rares, les regards plus furtifs. Un après-midi, l'entreprise reçut la visite d'un groupe de militaires en civil. Des hommes du gouvernement venus tester une technologie confidentielle. Ils cherchaient une solution de refroidissement ultra rapide pour les blindés autonomes. Une équipe d'ingénieurs fut dépêchée pour les recevoir, mais la solution présentait ses choix. Trop de dispersion thermique, trop de délai. Alors que la tension montait, elle entra sans un mot, observa les plans pendant quelques secondes, prit un stylo et modifia une courbe sur l'un des schémas. Puis elle repartit sans même saluer. Un des experts militaires demanda « Qui vient de faire ça ?» Le silence fut général, jusqu'à ce que le chef d'ingénierie réponde, embarrassé « C'est une femme de l'atelier, mais ne vous en faites pas, on peut corriger ça. »
Non, répondit l'officier. Gardez cette version. Elle vient de résoudre le problème de dissipation. On cherchait cette configuration depuis 6 mois. À ce moment précis, une nouvelle rumeur naquit. Et cette fois, elle remonta jusqu'au conseil d'administration. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle choisi l'anonymat dans une entreprise aussi puissante? Et surtout, que savait-elle d'autre? Mais elle, de son côté, continuait de marcher dans les couloirs comme une ombre familière. Elle connaissait chaque mur, chaque tuyau, chaque variation de température. C'était son monde, le monde du silence. Un monde qu'on n'écoute jamais, jusqu'au jour où il sauve tout le reste. Un soir, alors que le bâtiment se vidait, lentement elle resta seule à l'étage technique. Des lumières vacillaient. L'alarme de détection thermique clignotait discrètement dans un coin. Personne ne s'en souciait. Mais elle, si. Elle suivit la trace de chaleur, descendit dans les conduits, ouvrit une trappe dissimulée et découvrit un début de court-circuit qui aurait pu déclencher un incendie majeur. Elle régla le problème, comme toujours, sans rien dire. Mais les caméras de surveillance l'avaient de vue. Le lendemain, Delcourt en personne descendit là, voir. Vous m'avez sauvé plusieurs millions de dollars cette nuit. Et potentiellement, des vies. Elle le regarda sans émotion. Il fallait juste écouter la machine. J'aimerais vous proposer un poste, ajouta-t-il. Officiellement, un vrai titre, une équipe, un bureau. Elle secoua la tête. Pas encore. Pourquoi? Parce que le moment n'est pas venu. Et que certains doivent encore se ridiculiser. Cette réponse déstabilisa Delcourt. Elle parlait avec calme, sans colère, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver, comme si elle avait déjà vu la suite. Et il se demanda, pour la première fois, si cette femme n'était pas bien plus qu'une génie, peut-être une pièce oubliée d'un passé qu'il ne voulait pas revoir. Ce soir-là, elle entra chez elle dans un petit appartement modeste, presque vide. Sur la table, un vieux cahier usé portait un nom raturé. En dessous, on pouvait encore deviner les lettres « Dr. E. Sandberg ». Elle l'ouvrit. À la première page, une équation manuscrite était entourée d'un cercle rouge. La même qui animait aujourd'hui le moteur révolutionnaire de Génortech. Sauf qu'elle l'avait écrite 10 ans plus tôt. Le matin suivant, quelque chose avait changé dans l'air. Une tension, un murmure, une attente invisible. Elle était là comme chaque jour, vêtue de son bleu de travail légèrement usé, son badge froissé à peine lisible. Mais cette fois, ce n'était plus elle qui observait les autres. C'était les autres qui la guettaient. Kessler fulminait. Il avait appris qu'elle avait été aperçue dans les laboratoires militaires et surtout qu'un projet qu'il avait supervisé durant 3 ans venait d'être modifié et approuvé grâce à une simple correction de sa part. Il ne pouvait plus l'ignorer, ni la ridiculiser. Alors, il décida d'attaquer autrement. Il convoqua une réunion. Pas une banale réunion de service. Une démonstration technique devant les actionnaires, les chefs de pôle, les journalistes spécialisés. Il voulait l'humilier publiquement. Démontrer qu'elle n'était qu'une technicienne chanceuse, une illusion née d'un concours de circonstances. Elle fut invitée, ou plutôt convoquée, sous prétexte de valider le système de calibration. Elle accepta sans poser de questions. Pas un mot, pas un froncement de sourcils, juste un hochement de tête silencieux. La salle était pleine, les caméras filmaient, le nouveau moteur trônait au centre, imposant, parfait. Kessler prit la parole longuement, énumérant les performances, les calculs, les avancées. Puis il pointa vers elle, debout au fond de la pièce. Nous avons ici celle que certains appellent le génie inconnu. Peut-être acceptera-t-elle de nous montrer en direct ce qu'elle sait vraiment faire. Un sourire froid, un piège, tendu. Elle s'approcha calmement. Sur l'écran, le schéma du moteur s'affichait, elle le fixa quelques secondes, puis fit apparaître une interface cachée. L'écran grésilla. Des couches supplémentaires se superposèrent. « Ce que vous voyez, dit-elle enfin d'une voix posée, c'est une version simplifiée. Ce moteur fonctionne, oui, mais pas au maximum de ses capacités, parce que vous avez volontairement ignoré une instabilité dans les ondes internes. Pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, mais pas pour garantir la sécurité. » Elle saisit une tablette, ses doigts glissèrent avec précision sur les diagrammes, puis elle désigna un segment. « Ce code ici, il est extrait d'un vieux projet classé. Projet que vous avez tenté de réutiliser sans en comprendre l'origine. C'est pour ça qu'il provoque des erreurs toutes les 213 impulsions. » Kessler pâlit. Il savait qu'elle disait vrai. Il savait aussi que personne d'autre n'aurait pu le remarquer. Le silence dans la salle devint lourd. Certains se tournaient vers Delcourt, d'autres vers l'écran. Elle continua. « J'ai déjà corrigé cette faiblesse. Il y a 6 mois, dans un prototype jamais validé, vous l'avez rejeté. » Sans lire le rapport, elle ouvrit alors un fichier ancien, signé de son nom. Un fichier effacé du système, mais toujours stocké sur son propre réseau. Ce rapport, reprit-elle, portait ma signature, mais il a été supprimé, parce que je n'avais pas le bon titre, pas le bon diplôme affiché, pas la bonne apparence. Elle tourna alors lentement, la tête vers la salle. Chaque visage semblait s'effacer sous la honte. Personne n'osait parler.
Même les journalistes filmaient sans un mot. « Je ne suis pas ici pour la gloire », dit-elle calmement. « Je suis ici parce que cette technologie est trop importante pour être confiée à l'orgueil de quelques hommes. » Elle referma la tablette, et dans ce geste, il y avait une force que nul ne pouvait plus ignorer. Kessler tenta un dernier mot. « Vous n'avez aucune autorité ici. » Mais cette fois, ce fut Delcourt qui parla. Elle a toute l'autorité qu'elle mérite. À partir d'aujourd'hui, elle dirige l'unité R&D avancée. Le choc fut immédiat. Certains applaudirent, d'autres restèrent figés. Elle, en revanche, ne montra aucune émotion, comme si cela n'avait jamais été son objectif. Elle quitta la salle, le calme dans ses pas, la certitude dans ses silences. Et derrière elle, le monde venait de changer. Mais ce n'était encore que le début. Elle n'était plus une simple silhouette en bleu de travail. Quelques jours après, sa révélation devant tous, son nom faisait le tour des couloirs comme une onde de choc. Les chefs d'unité venaient désormais vers elle, non plus par condescendance ou simple politesse, mais avec respect. On parlait d'elle dans les comités, dans les brunchs d'ingénierie de haut niveau, dans les cercles où les mots sont pesés, codés, évalués. Pourtant, elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle continuait à marcher dans l'ombre, concentrée, déterminée. Mais cette fois, l'ombre ne l'enveloppait plus. Elle s'en détachait lentement. La nouvelle direction de la R&D qu'on lui avait confiée n'était pas un cadeau. C'était un test. Un défi plus grand que tout ce qu'elle avait affronté. Il y avait ceux qui pensaient encore qu'elle finirait par échouer, qu'elle ne tiendrait pas longtemps sans diplôme prestigieux encadré au mur. Alors elle travailla, sans relâche, jour et nuit. Elle assembla une équipe de jeunes talents qu'on avait trop souvent ignorés. Elle dénicha des profils atypiques, des penseurs marginaux, des génies cachés. Et elle les guida avec une rigueur tranquille, une clarté absolue. Pendant ce temps, Kessler fut discrètement réaffecté à une filiale secondaire. Officiellement, pour explorer de nouveaux marchés. Officieusement, il avait perdu la bataille. Et tout le monde le savait. Un an plus tard, lors du Salon international de l'innovation industrielle, un moteur révolutionnaire fut présenté. Léger, puissant, sûr, il avait été conçu par son équipe, sous sa direction. L'appareil entier, de l'architecture jusqu'aux algorithmes embarqués, portait sa signature invisible. Élégance, sobriété, efficacité. Elle fut invitée sur scène, mais elle refusa. Pas par fausse modestie, simplement parce que ce n'était pas sa manière. À la place, elle envoya un jeune ingénieur de 26 ans recruté 2 mois plus tôt, celui que personne n'avait voulu embaucher parce qu'il avait raté son diplôme final à cause d'une erreur administrative. Elle sourit dans les coulisses, les bras croisés, le cœur battant. Ce jour-là, le monde n'applaudissait pas une femme. Il applaudissait une idée, celle que la vraie compétence se fiche des apparences, des CV en papier glacé et des fauteuils en cuir. Qu'un esprit clair et une volonté forte peuvent transformer n'importe quel moteur et n'importe quelle vie. Le soir, en quittant le centre de congrès, elle croisa un technicien qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Il l'avait autrefois ignoré, comme tant d'autres. « Je suis désolé, dit-il en s'approchant, je ne savais pas. » Elle l'interrompit doucement, sans colère. « Ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est ce que tu sais maintenant. » Il les hocha la tête, ému. Elle lui tendit une clé. « Il reste une place dans mon équipe. Si tu veux apprendre, » il la suivit sans hésiter. Sur le chemin du retour, elle leva les yeux vers le ciel. Elle repensa à son père, au moteur démonté, dans le vieux garage, aux heures silencieuses passées à écouter, à comprendre, à rêver. Elle avait toujours su réparer ce que d'autres déclaraient impossible. Et maintenant, ce mot n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre histoire inspirante. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà été sous-estimé, puis surpris tout le monde ?